Elisabeth Borne, bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur Inter. Cela fait un mois, jour pour jour, que vous avez été nommé rue de Grenelle et numéro 2 du gouvernement de François Bayrou. Et c'est votre première grande interview depuis votre nomination et la prise en main de vos dossiers. On a évidemment beaucoup de questions à vous poser, les auditeurs aussi, du choc des savoirs à l'éducation sexuelle à l'école, en passant par la situation des écoles à Mayotte. Mais d'abord, un mot sur votre retour au gouvernement. On se rappelle que vous avez été démise de vos fonctions de première ministre il y a un an par Emmanuel Macron, qui avait alors nommé Gabriel Attal. Vous aviez raconté dans un livre, on vous avait reçu ici même à ce micro, le sentiment d'inachevé que vous aviez en quittant Matignon. Vous avez dit non à la proposition d'entrer ensuite au gouvernement au poste de ministre de la Défense. Pourquoi avoir dit oui pour l'éducation à François Bayrou ? Pour François Bayrou. Alors, parce que notre pays est dans une situation difficile, je pense que chacun s'en rend compte, avec une assemblée qui n'a jamais été aussi éclatée depuis le début de la Ve République, et puis avec une censure aussi du gouvernement de Michel Barnier en pleine discussion budgétaire. Donc ça veut dire qu'il faut absolument trouver un chemin pour sortir de ces difficultés. Et je pense que François Bayrou, il a à la fois la volonté et je pense la capacité à chercher des compromis, à parler à tout le monde et des compromis avec la gauche réformiste, de la gauche réformiste à la droite républicaine. Et moi, j'ai souhaité mettre mon expérience, mon énergie au service de sa démarche à la tête d'un ministère dont je pense qu'il est absolument crucial pour l'avenir de notre pays. De la gauche réformiste à la droite républicaine, les compromis, ils vont de là à là, pas au-delà ? C'est bien ce que je pense, oui, absolument. Et c'est du reste ce qu'on a pu voir dans le vote de la première motion de censure. C'est lui, c'est François Bayrou qui a trouvé les mots directement pour vous convaincre de revenir au gouvernement, ou c'est Emmanuel Macron Alors j'ai échangé avec les deux et je vous dis, je pense que la situation politique inédite, elle appelle aussi tous ceux qui croient à la responsabilité en politique, qui veulent la réussite de notre pays, à pas rester les bras croisés et aussi à s'engager pour trouver un chemin. Et s'engager à l'éducation nationale, c'est vertigineux comme la tâche est grande. Lors de votre passation de pouvoir avec votre prédécesseur, Anne Jeantet, vous aviez eu cet aveu « Je ne suis pas une spécialiste de ces sujets », ce qui avait fait bondir les syndicats, qui disaient en gros, on a l'impression qu'à l'éducation nationale, se sont succédés 7 ministres sous Emmanuel Macron, parfois peu spécialistes, parfois loin de nos préoccupations, disaient les syndicats de profs. Après Jean-Michel Blanquer, Pape Ndiaye, Gabriel Attal, Amélie Oudéa-Castéra, Nicole Belloubet, Anne Jeantet, vous espérez pouvoir incarner une forme de stabilité dans ce ministère, Elisabeth Borne, prendre des décisions qui ne changent pas tous les 6 mois en fonction des ministres, comme s'en plaignent les proviseurs et les professeurs. Vous savez, quand je dis que je ne suis pas une spécialiste, je ne veux pas dire que je ne connais pas les dossiers de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, que j'ai pu voir à la fois comme ministre, puis comme première ministre. Je veux dire que je n'ai pas l'expertise, la connaissance des professeurs et des chefs d'établissement, et donc que je suis à leur écoute et que je pense que c'est important de leur faire confiance. Et effectivement, je pense que c'est important de garder un cap, d'avoir de la stabilité, et puis de faire confiance à ceux qui sont sur le terrain, qui sont devant leur classe et qui doivent avoir des marges de manœuvre pour apporter les réponses qu'ils considèrent les meilleures pour nos enfants. Jean-Michel Blanquer était un fervent défenseur de la laïcité. Il a porté une profonde réforme du baccalauréat. Gabriel Attal, c'était l'interdiction de la baya, le choc des savoirs. Elisabeth Borne, vous, ce sera quoi ? Quelle sera votre ligne ? Comment la définissez-vous ? Écoutez, je pense que d'abord, c'est une question de méthode et je réunis tout à l'heure le haut encadrement de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, les recteurs, nos directeurs académiques, et je leur dirais que moi, je compte sur eux pour prendre des initiatives pour être le plus en adéquation
avec les situations qu'ils rencontrent. Et vous voyez, quand on enseigne au cœur de Paris, dans le bocage normand que je connais, dans un quartier politique de la ville, la situation n'est pas la même. Et donc, je pense que cette confiance, cet appel à l'initiative, à l'innovation, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et puis, évidemment, dans les sujets, il y a la question du niveau des élèves. Quand on regarde les évaluations et qu'on se compare aux autres pays, on voit qu'il faut absolument élever le niveau des élèves. C'est quelque chose qui me tient à cœur. Mais ça, on l'entend. Pardon, c'est vrai qu'on reçoit très souvent des ministres de l'Éducation nationale. Depuis 7 ans, on l'entend dans la bouche de chaque ministre de l'Éducation nationale en disant les niveaux ne sont pas bons. On se souvient, Nicolas et moi, d'avoir reçu Jean-Michel Blanquer à votre place qui disait moi, je vais être jugé sur les résultats. Attendons de voir les nouvelles enquêtes internationales et vous allez voir le niveau des Français, le niveau des jeunes Français. Rendez-vous dans quelques années, voilà, vous verrez. Vous verrez, ça va monter en français, ça va monter en maths. On les voit. La dernière étude Teams parue en décembre montre que les élèves français en CM1 en 4e restent parmi les moins bons de l'Union européenne et de l'OCDE en maths et en sciences. Il y a quand même... Et il y a quelque chose qui me tient à cœur que vous soulignez pas, c'est qu'en plus le niveau entre les filles et les garçons, l'écart se creuse. C'est quelque chose que moi je peux pas accepter, à la fois la question de niveau quand on se compare à nos voisins. Donc je pense qu'il y a des réformes qui ont été menées. Il y en a une qui me paraît très importante, et je l'ai dit aux organisations syndicales, c'est de reprendre la concertation sur la formation des enseignants. On a fait beaucoup d'actions, le dédoublement des classes en maternelle, grande section, en CP, en CE1, la formation de nos enseignants, je pense que c'est quelque chose de crucial. Et puis je vous dis aussi de pouvoir donner des initiatives. Et vous pensez que ça va améliorer? Parce qu'il y a des choses qui ont été faites depuis 7 ans. Le macronisme éducatif, ce n'est pas rien. Il y a des choses qui ont été faites, sauf que les résultats ne sont pas là. On va continuer à y travailler, et moi je veux le faire en confiance avec les professeurs, avec les chefs d'établissement, avec nos directeurs académiques, avec nos recteurs. Moi je compte aussi sur eux pour innover, pour nous proposer des initiatives. Parlons moyens, parlons postes. Le précédent budget prévoyait la suppression de 4000 postes à l'éducation nationale, justifié par Michel Barnier, par la baisse de la démographie scolaire. Vous avez obtenu de ne pas les supprimer. Il n'y aura pas de suppression de postes. Non, je vous confirme. Effectivement, moi, ça me tenait à cœur, et c'est aussi ce qui est ressorti des concertations avec les différents groupes parlementaires. Je pense que c'est important parce que d'abord, ça va faciliter la discussion sur la carte scolaire. Vous savez, moi, je suis élu d'un territoire rural. Quand on a une fermeture de classe, c'est quelque chose qui est très marquant pour un territoire. C'est souvent aussi pour des élèves la nécessité de prendre un transport scolaire, et donc c'est des pertes de chance. Donc ça va faciliter la discussion sur la carte scolaire, et puis ça va permettre de mettre précisément des moyens sur des priorités, sur le collège, pour précisément élever le niveau des élèves. Pour l'école inclusive, c'est quelque chose qui est très important, et il faut qu'on réponde mieux à ces enjeux d'accueil des enfants en situation de handicap. Et pour le climat scolaire, là aussi, il y a des moyens qui sont prévus pour être en soutien de nos professeurs, de tous les personnels de l'éducation nationale. La suppression des 4000 postes est totalement abandonnée dans le budget. Je vous confirme, oui, absolument. Et on crée par ailleurs 2000 postes d'AESH pour accompagner les enfants en situation de handicap. Il n'y aura donc pas de suppression de postes dans les collèges et les lycées. Y aura-t-il des suppressions de postes par ailleurs dans les écoles? Mais vous savez, après oui, parce que ce que j'essaie de comprendre, c'est que il semblerait que vous voulez les basculer plutôt sur les collèges et les lycées. C'est-à-dire que peut-être que les écoles élémentaires... Dans un effectif stable, on a effectivement une baisse démographique, et on ne va pas ne rien changer, mais par contre, ça sera effectivement... ça sera moins difficile de faire une carte scolaire dans ce contexte. Et par ailleurs, il faut aussi qu'on puisse dégager des moyens pour les priorités que j'évoquais, pour mieux soutenir nos élèves au collège, pour mieux accueillir les élèves en situation de handicap, et pour améliorer le climat scolaire. Venons-en au choc des savoirs, au groupe de besoins au collège et au brevet obligatoire pour entrer en seconde, qui étaient les grandes mesures de Gabriel Attal il y a un peu plus d'un an, quand il était votre ministre de l'Éducation. Allez-vous les maintenir à la rentrée prochaine? On commence par le brevet obligatoire pour passer en seconde. Ça, c'est abandonné.
Alors vous savez, donc le brevet, ou son ancêtre, il date de l'après-Seconde Guerre mondiale et il n'a jamais été une condition pour entrer en seconde. Et moi, je pense que c'est important de continuer à faire confiance aux professeurs, au conseil de classe. Évidemment, si un élève... Il voulait le rendre obligatoire. Hein. Oui, il avait annoncé, non, Gabriel dis Attal. Donc ça, simplement on est d'accord que c'est ça n'a abandonné. jamais été le cas depuis 1945. Et je fais confiance aux professeurs, au conseil de classe. Si un élève échoue au brevet, évidemment, c'est une alerte qu'il faut prendre en compte. Alors, il peut avoir eu des difficultés personnelles, mais il peut aussi avoir besoin de soutien pour acquérir les savoirs fondamentaux. Il y a des expérimentations qui ont été lancées sur les prépas secondes qu'on va poursuivre. Et puis, on va aussi avoir des échanges, des concertations pour trouver d'autres modalités d'accompagnement, des stages de réussite, des soutiens sur les premiers mois de la seconde. Mon objectif, c'est que les élèves réussissent. Elisabeth Borne, votre prédécesseur Anne Genetet, qui était entre vous et Gabriel Attal, si j'ose dire, était pour cette décision. Elle disait rendre le brevet obligatoire aurait élevé le niveau d'exigence et celui de nos élèves. Elle trouvait que c'était une bonne mesure. Il y a deux sujets différents. Il y a le sujet du niveau du brevet, et je vous confirme que moi, je veux élever le niveau d'exigence du brevet, supprimer les correctifs académiques, vous savez, qui ont une espèce de péréquation pour que tout le monde ait le même taux de réussite au brevet. Donc, on va supprimer ces correctifs académiques, et puis on va revoir le poids respectif du contrôle continu et de l'examen, avec 60% sur l'examen final. Donc, élever le niveau du brevet, oui, on va le faire, le niveau d'exigence. Deuxième grande annonce de Gabriel Attal, il voulait étendre les groupes de besoins, initialement appelés groupes de niveau, qui existaient en 6e, 5e. Il voulait les étendre à la 4e et à la 3e. Là aussi, vous nous dites ce matin, non. Alors, les groupes de besoins, ils viennent de se mettre en place en 6e et en 5e. Et ils feront l'objet d'une évaluation en juin, donc on va les maintenir. Et il était prévu 1 heure de soutien en maths ou en français chaque semaine. Je laisse simplement, donc on dégage des moyens, plus de 500 postes pour soutenir nos élèves en 4e et en 3e, mais je veux laisser de la liberté aux établissements pour trouver les bonnes organisations. Donc pour traduire concrètement, les groupes de soutien ne passent pas en 4e, 3e. En revanche, vous mettez à disposition des chefs d'établissement si jamais ils veulent faire 1 heure de plus de soutien pour certains élèves. C'est pas si jamais, ils doivent faire 1 heure de plus et ils s'organisent selon les modalités qui leur paraissent adaptées. Un mot sur Parcoursup. Elisabeth Borne, dans son discours de politique générale, François Bayrou a estimé que cette plateforme mise en place par Jean-Michel Blanquer était une question. Allez-vous remettre en cause Parcoursup ou profondément le modifier ? Alors François Bayrou a répondu à une interpellation et il traduit ce que on entend tous, le stress des familles, des élèves sur l'accès à leur enseignement supérieur. Donc on améliore sans cesse ce dispositif. On peut Vous pas le trouvez se passer. bon ? Vous trouvez ça bon, Parcoursup ? Vous savez, la question c'est comment fait-on pour rapprocher des centaines de milliers d'attentes d'étudiants, de lycéens, de leur université, du choix de leur formation. Il faut sans cesse améliorer le dispositif. C'est ce qu'on fait par exemple cette année. Je ne vais pas vous lister toutes les innovations qui sont apportées. Mais où est-ce que ça pêche ? Pourquoi est-ce que, selon vous, est-ce que ça vous pêche savez, Parcoursup ? moi, j'entends des réactions, notamment le poids du contrôle continu dont on pouvait penser qu'il allait baisser la pression au moment du passage du bac. Il met de la pression, c'est comme ça que beaucoup de lycéens le ressentent tout au long de l'année. Donc il faut qu'on soit attentif à tout ce que nous disent les lycéens et qu'on travaille avec eux pour améliorer l'outil. Avant les questions des auditeurs, on en vient au sujet polémique de votre arrivée, le programme d'éducation à la vie affective et sexuelle. On rappelle que l'éducation sexuelle dans les écoles, collèges et lycées, c'est obligatoire depuis 25 ans à raison d'au moins 3 séances par an, mais cette disposition dans les faits est rarement respectée. Pour y remédier, un programme
programme, qui était prévu initialement pour la rentrée 2024, devait être présenté le 12 décembre au Conseil supérieur de l'éducation. Bon, il y a eu la dissolution, il y a eu un flottement entre le gouvernement Barnier et le gouvernement Bayrou. Et surtout, ce projet suscite un fort rejet des élus de droite et d'associations conservatrices. Les élus des sénateurs LR ont alerté dans une tribune dans le Figaro en décembre pour dire c'est un programme nécessaire, mais en l'état inacceptable car il fait la part beaucoup trop belle à l'idéologie woke. Ils estiment que le programme avait été réécrit, je cite, par des associations militantes qui demandaient, et ils demandent le retrait de toute référence à la notion d'identité de genre dont on parle beaucoup et dont parle beaucoup Donald Trump. Avez-vous compris ces critiques? Où ça en est de ces programmes d'éducation sexuelle? Est-ce que vous allez enlever les références au genre? Alors, vous avez raison de souligner qu'alors même que cette éducation elle est obligatoire depuis 2001, il doit y avoir 15% des élèves qui accèdent effectivement à cette formation. Peut-être comme élément de contexte, avoir aussi en tête qu'on a un enfant toutes les 3 minutes qui fait l'objet d'agressions sexuelles, souvent au sein de la famille. D'avoir en tête qu'on a plus de 2 millions de mineurs qui sont exposés à des contenus pornographiques sur Internet. Avoir aussi en tête que toutes les enquêtes le montrent, et notamment celle du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, le sexisme augmente. Et c'est effectivement quelque chose qui est très ressenti par les jeunes filles et par les jeunes femmes. Donc je pense que cette éducation à la vie affective, relationnelle et à la sexualité, elle est absolument indispensable dans ce contexte-là. Moi, j'entends des critiques. Je pense qu'il faut aussi arrêter de partir de versions qui ont pu circuler. Je voudrais rendre hommage au travail qui a été fait par Anne Genté, qui l'a relu très attentivement. Je l'ai relu moi aussi. Et je peux vous assurer que ce que je présenterai, ce qui vient d'être envoyé au Conseil supérieur de l'éducation, c'est-à-dire l'instance qui réunit des organisations syndicales, les associations de parents d'élèves, les associations familiales, c'est un programme qui est très attentif à apporter les bonnes informations en fonction de l'âge de l'élève, qui doit permettre de transmettre des valeurs très importantes de respect de soi, de respect de l'autre, de promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes. Et l'idéologie woke, elle y est ou non, comme ils l'ont dit les sénateurs LR? Non, je peux. La notion d'identité de genre, elle figure quelquefois dans le programme. Vous savez que c'est une notion qui figure dans le code pénal, qui réprime les discriminations en fonction de son sexe, de son identité de genre ou de son orientation sexuelle. Donc forcément, on fait référence et là, au ce code sera pénal. En quelle année qu'on apprend les identités de genre? Alors, c'est à partir du lycée qu'on évoque cette notion d'identité de genre. Ça fait partie du code pénal, donc je pense que c'est important aussi d'expliquer aux lycéens. Mais vraiment, je vous dis, ce programme, il porte sur la vie affective et relationnelle dans le premier degré, et on aborde les questions d'éducation à la sexualité dans le second degré. On passe au standard d'Inter, où Élodie nous attend. Bonjour et bienvenue. Oui, bonjour, merci de prendre ma question. Je vous en prie. Je vous appelle de la part de ma sœur qui a 25 ans de carrière dans l'éducation nationale. Après des années d'enseignement dans le premier degré, elle est maintenant conseillère pédagogique dans le 93. Le ministère et la ministre parlent sans cesse de formation des enseignants, la promeut, il faut former, bien les former et valoriser la formation. Mais la réalité sur le terrain, c'est que ce sont souvent des contractuels qu'on exige de recruter à tour de bras, sans aucune formation, qui sont pour la plupart pas formables, qui se retrouvent là par hasard, souvent sans aucune appétence pour le métier et qui sont envoyés par Pôle emploi. Voilà la réalité du terrain dans le premier degré et il lui semble, je l'appuie, que c'est un métier qui s'improvise. Donc comment vous expliquez le décalage entre la formation des enseignants au sens cursus universitaire et la réalité sur le terrain où sont recrutés à tour de bras des contractuels qui n'ont rien à faire là et qui n'ont même pas envie d'y être? Merci Élodie pour cette question. Elisabeth Borne vous répond. Alors, il n'y a pas de doute qu'il y a un problème d'attractivité. Vous savez, c'est pas par choix qu'on recrute des contractuels. C'est quand les postes qui sont mis au concours sont pas pourvus. Et c'est notamment le cas dans l'Académie de Créteil dont vous parlez. Il faut bien mettre un professeur devant les élèves. Les contractuels, ils sont naturellement formés, on essaie de les fidéliser, mais quand je dis qu'il faut revoir la formation de nos professeurs, c'est notamment aussi pour, sans doute, et ça fait partie des sujets qui seront mis à la concertation, non pas les recruter en Master 2, mais il y a
une proposition de les recruter à la fin de la licence et puis ensuite de les former pendant 2 ans. Ça permettra d'élargir le vivier et je pense que c'est aussi fondamental qu'on puisse les former sur les matières, les savoirs fondamentaux en maths, en français, en histoire géo, en SVT, en éducation morale et civique. Et c'est ces sujets-là dont on va discuter avec les organisations syndicales très prochainement. On repasse au standard. Bonjour Roland. Oui, bonjour. Merci de prendre ma question. Moi, je suis psychologue de l'éducation nationale sur Villeurbanne dans un centre d'information et d'orientation. Et puis, je travaille en collège également. Et on est assez inquiets, ainsi que les familles, sur les fermetures de centres d'information et d'orientation qui continuent. Et puis, sur les pertes de postes de PsyEN. Depuis 2017, il y a eu 500 postes de psychologues de l'éducation nationale qui ont été perdus. Donc on se demande comment on va continuer à pouvoir accompagner, que ce soit dans les écoles, les collèges, les lycées, les CIO, les familles, que ce soit sur Parcoursup, accompagner les élèves en situation de handicap, les élèves qui décrochent de l'école. Voilà, donc moi j'avais 2 questions, c'était auprès de la ministre, c'était est-ce que du coup ces 500 postes ils vont être récupérés et rebudgété pour les enfants et les familles. Et puis également, est-ce que les missions des psychologues de l'éducation nationale resteraient bien à l'éducation nationale, parce qu'on entend parler de travail dans les départements, les régions, et on voit pas comment ça sera possible si on reste pas dans l'école pour aider les familles et les élèves. Merci Roland pour ces questions. Elisabeth Borne vous répond. Alors bonjour monsieur, on a effectivement besoin de nos psychologues. Ils ont des missions très larges. Ils peuvent être beaucoup sollicités par des élèves qui ont besoin aussi de parler à un psychologue. Et puis, ils jouent un rôle important en termes d'orientation. Donc, il n'est pas question de transférer ces psychologues à d'autres employeurs, à des collectivités. Et il faut au contraire qu'on puisse les mobiliser pour voir les postes vacants. Et on a absolument besoin, évidemment, plus que jamais, de nos psychologues de l'éducation nationale. Mayotte, 5 semaines après le passage du cyclone Chido, les enseignants ont fait leur rentrée ce lundi, dans un contexte très compliqué. Les élèves doivent retrouver leur salle de classe lundi prochain. Il y a 117 000 élèves scolarisés à Mayotte. Combien vont pouvoir retrouver leur classe ? Combien d'écoles sinistrées ? Est-ce que tous les professeurs ont répondu à l'appel ce lundi, étaient là, ou il y en a beaucoup qui n'étaient pas là, épuisés, fatigués, ou pas possible de reprendre ? Alors, les professeurs rentrent progressivement. Vous savez qu'un certain nombre n'étaient pas dans l'île au moment du cyclone et puis de la tempête d'Ikeledi. Ils ont pu avoir des difficultés pour revenir sur place. Moi, je sais qu'il y en a un certain nombre qui devaient précisément revenir le week-end où il y a eu la tempête. Donc, ils vont arriver un peu plus tard. Mais moi, j'ai pas de doute que vraiment, et je voudrais rendre hommage, parce que vous savez, tous les personnels de l'éducation nationale sont sur le pont, avec une situation qui est évidemment catastrophique à Mayotte après le passage de ce cyclone et de cette tempête tropicale. Les établissements, on a évidemment des visites de sécurité pour s'assurer qu'on reprend dans des bonnes conditions. On a un peu plus d'une trentaine d'écoles qui ne seront pas en situation de rouvrir. Donc c'est pour ça que moi j'avais souhaité qu'il y ait cette rentrée pédagogique, pour qu'on puisse travailler, que les enseignants, les personnels de l'éducation nationale puissent préparer le bon accueil des élèves. Ils y ont travaillé toute cette semaine et demain, ils contacteront les familles pour préciser les modalités d'accueil. Vous avez rouvert récemment la question du temps scolaire aux Parisiens. Vous disiez que les coupures longues se traduisent par des pertes de niveau pour les élèves les plus fragiles. Rien ne bougera donc en 2025, mais pour 2026, cela dépendra de l'issue des discussions. Il y a une volonté ferme chez vous de réduire les vacances d'été qui sont de 8 semaines aujourd'hui ? Quand je dis qu'on ouvre une concertation, c'est pas avec une volonté ferme d'avoir déjà une réponse en tête. Vous savez, moi, ça me frappe quand je vais dans des collèges et dans des lycées. Il y a beaucoup d'élèves qui me disent la journée est trop longue. Bon, si on voulait raccourcir la journée, on voit bien qu'il faudrait sans doute réduire les vacances. En même temps, ça concerne évidemment un nombre considérable de personnes, des élèves, des professeurs, des collectivités, et donc c'est quelque chose qu'il faut prendre avec beaucoup de prudence et prendre le temps d'avoir ces échanges avec chacun. Très rapidement, il nous reste très peu de temps. Aline, sur l'application d'Inter, un prof a encore été menacé pour avoir montré des caricatures au collège dans le Doubs. La laïcité est menacée. Comment vous soutenez les enseignants qui n'osent plus aborder ce sujet ?
Alors moi, je l'ai dit, je ne tolérerai aucune menace sur nos enseignants et je ne tolérerai aucune remise en cause de la liberté d'enseigner. Je voudrais saluer la réactivité des équipes qui ont à la fois de l'établissement et de l'académie. On a immédiatement saisi le procureur, mis en place la protection fonctionnelle pour notre professeur. Il y a une mesure conservatoire qui a été prise et l'élève passera en conseil de discipline. Puis peut-être vous dire aussi qu'on travaille avec le collègue en charge de la fonction publique pour qu'on puisse déposer plainte à la place de l'enseignant. En tout cas, moi, je soutiens, je défendrai, je ne laisserai pas nos professeurs faire l'objet de menaces ou de remise en cause de la liberté d'enseignement. Une toute dernière question. En remettant en chantier la réforme de retraite que vous avez portée, Elisabeth Borne, François Bayrou, vous a-t-il désavoué ? Vous savez, moi, je suis ouverte à toute amélioration. Même qui les peut 64 être apportée. On a une contrainte qui est l'équilibre du système de retraite, préserver notre système de retraite par répartition. Les partenaires sociaux nous disent qu'ils ont des idées d'amélioration. Écoutons les partenaires sociaux. Même les 64 ans. Moi, je vous dis, ouvrons la Tous discussion. Tous les sujets. Eh bien, Et la merci. fin de vie, Oui. scinder le texte en deux. Alors moi, je pense que c'est important. Vous savez, j'ai, en tant que Première ministre, lancé la Convention citoyenne qui a proposé le texte qui a ensuite été présenté par le gouvernement. Je pense que c'est important, qu'il y a une très forte attente sur ce sujet, qu'il faut marcher sur les deux jambes, à la fois renforcer les soins palliatifs et puis permettre un Faut-il scinder accompagnement. le texte comme le veut François Bayrou ? Ça n'est pas mon option, ça n'est pas ma vision. Vous pensez qu'il faut présenter le texte Je à pense l'Assemblée que c'est nationale important de comme le présenter demande texte la tel qu'il avait présidente été de l'Assemblée débattu nationale. précédemment, oui. Eh bien, merci Elisabeth Borne d'avoir été au micro de France Inter ce matin.